Alors, Pug, bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Tim Laribo, le goy qui défend Israël plus vite que son ombre. Alors ça, David, Cyril, il va vous plaire, Pug. On a l'habitude de faire ensemble, Pug, notre 50 nuances d'antisémitisme. Et aujourd'hui, on te retrouve pour une rubrique, une nouvelle rubrique dans notre émission, dans notre nouveau format. Et là, plutôt de nous parler de 50 nuances d'antisémitisme, c'est de l'antisémitisme sans aucune nuance et sans nuance que tu vas nous parler. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a énervé? Parce que d'habitude, quand tu viens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a énervé. J'aurais envie de te répondre, le monde entier m'énerve en ce moment, mais ce serait trop vaste comme sujet. Non, effectivement, on a passé, je ne sais plus combien de temps, 3 ans à faire 50 nuances d'antisémitisme pour essayer de décortiquer l'antisémitisme dans toutes justement ces nuances et ces multiples facettes. C'est comme les couches archéologiques, au sens littéral du terme. Et en fait, j'ai le sentiment, si tu veux, depuis, le 9 octobre, que là, on est face à un espèce de rouleau compresseur d'antisémitisme qui a lâché toutes ces nuances, qui a lâché toutes ces strates. Allez, on met tout en même temps. C'est un semi-remorque, 33 tonnes d'antisémitisme qui est en train de frapper de plein fouet l'Occident et peut-être le monde entier, en fait. Et c'est vrai que, voilà, j'ai l'impression qu'on n'avait encore jamais vécu cette bascule de 50 nuances d'antisémitisme dans ces différentes petites nuances et différences vers, allez, là c'est massif, c'est franc, il n'y a plus aucune nuance et on y va. Et effectivement, ce qui m'a fait déclencher cette réflexion, c'est en fait de regarder l'interview j'aime pas dire l'ex-otage parce que ça l'a réduit à ça, mais de Miachem, et de voir les réactions sur les réseaux sociaux. Tu me connais, hein, je crois que j'ai une certaine répartie, je crois que j'ai un peu de gouaille, j'ai pas souvent la langue sèche, mais là, je suis resté complètement interdit à regarder tout ça et à me dire comment on fait pour continuer à vivre dans ce putain de monde qui est capable de ça, en fait. Alors effectivement, on va raconter. Donc Miachem a donné en fin de semaine dernière une interview pour la télé israélienne qui a donc été diffusée, traduite dans le monde entier. Des morceaux ont été diffusés sur les réseaux. Et puis, effectivement, ça a été un déferlement d'antisémitisme, de caricatures. On l'a moqué, on l'a traité de tous les noms, on a moqué son physique. C'était surtout son physique d'ailleurs, hein, on se demande... voilà, c'était même, à la limite, j'ai envie de te dire, je sais même pas si c'était de l'antisionisme, de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme, ou si c'était juste contre elle, sa personne, et si vraiment c'était parce que ce qu'elle représentait, en fait. Ouais, je pense parce que bien sûr que toutes les on va dire elle a effectivement le style, j'ai vu ça, elle était traitée d'influenceuse, ce qui n'est pas toujours un compliment, on va dire, mais effectivement elle a un peu le style des jeunes de notre époque, même peut-être dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se tenir, je ne sais pas, mais effectivement elle s'est faite littéralement rhabiller, elle s'est faite littéralement relooker par à peu près tout le monde. Ses lèvres sont comparées à des alignements de merguez. Elle est accusée d'avoir eu son cerveau lavé par le gouvernement israélien. Elle est accusée d'avoir été payée pour dire ce qu'elle dit. Elle est accusée d'avoir changé sa version. Elle est accusée de tout. C'est pour ça qu'on est, pour moi, on a perdu toute forme de nuance. En fait, à un moment donné, j'ai envie, un peu comme un sale gosse au fond de la classe, de lever le doigt et de dire « Excusez-moi, vous avez tous oublié qu'en fait, elle était tranquillement en train de danser quand elle s'est fait tirer dessus par des terroristes.
qu'elle s'est faite kidnapper par des terroristes, et elle raconte comment, parce que j'ai regardé l'interview de 30 minutes, elle raconte qu'en fait, elle a eu le choix entre brûler vive dans la voiture qui était en train de s'enflammer, où elle avait déjà le bras qui était incapacité, on va dire. Elle a appelé à l'aide, c'est un terroriste qui lui a répondu, et qui je ne sais pas s'il l'a aidé à sortir, mais bref, elle est capturée, elle est emmenée à Gaza, 3 jours sans soins. Et ensuite, bon, je ne vais pas refaire toute l'interview, mais j'ai envie de lever le doigt comme un sale élève là, et dire, excusez-moi, vous avez tous oublié qu'en fait, ses lèvres, on s'en fout, qu'elle soit une femme, on s'en fout, qu'elle soit juive, on s'en fout, qu'elle soit israélienne, on s'en fout, qu'elle danse, on s'en fout, ses tatouages, on s'en fout, qu'elle ait eu de la chirurgie esthétique, pas le sujet. Vous avez tous tout oublié, qu'en fait, elle a été kidnappée par des terroristes dans une attaque qui a fait 1200 et quelques morts. Enfin, le sujet de pourquoi est-ce qu'elle en est à faire cette interview, et le pourquoi de fond, c'est qu'elle a été capturée par le Hamas lors de la pire attaque contre le peuple juif depuis la Shoah. Ça, c'est... Non, oui, on en parle complètement. Alors, Pug, il y a Avi qui voudrait te poser une question. Oui, Pug, est-ce que tu penses qu'il y avait une latence autant explosive, mais sous couche, souterraine, et que finalement, il a suffi d'une allumette pour que le monde entier s'enflamme, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le monde entier s'est enflammé, même si on a vu aujourd'hui la présidente d'Harvard démissionner après celle de Penn, mais il n'empêche que le monde entier s'est embrasé. Est-ce que tu penses que, fini la guerre, on va remettre ça sous le tapis? Alors, je suis navré de vous faire peur, entre guillemets, mais moi je pense que non, ce n'est que le début de 3 fois pire. Parce que, en tout cas, je vais vous donner mon opinion, pas du tout étayée, pas du tout documentée, et ainsi de suite. Je pense que la seule solution, après ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, pour moi, et là je parle pour moi, il est hors de question de refiler la bande de Gaza à l'autorité palestinienne, qui passerait quasiment aussitôt sous le coup des quelques du Hamas qui resteraient encore, parce que ce seraient des héros, et ainsi de suite. Donc en fait, je ne vois qu'une seule solution, c'est une forme, là pour le coup, de réelle occupation façon 1945 en Allemagne et au Japon. Et je pense que la solution d'une occupation israélienne de la bande de Gaza pour essayer de remettre en place une fonction publique, une sécurité, une économie, et que tout ça puisse un peu fonctionner sans les extrémistes du Hamas, je pense que ça va être le déferlement de haine et de résolution et de condamnation et de sanctions. Je pense que si on trouve qu'il y a eu trop de résolutions anti-israéliennes à l'ONU jusqu'ici, je pense que ce qui arrive va être 3 fois pire. Alors, Pug, on a avec nous le professeur Cyril Cohen, qu'on présente quand même. Cyril Cohen à mes côtés, qui a une question pour toi. Oui, bonjour. Une question, justement, vous mentionnez le déferlement nauséabond de réactions antisémites sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut combattre l'antisémite qui se présente sur les réseaux sociaux, qui quelquefois est anonyme? Est-ce qu'on peut combattre cet antisémitisme? Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout? Est-ce que c'est un combat qui est perdu d'avance, ou est-ce qu'il faut le placer? Comment on le combat? Qu'il soit perdu d'avance, je vais faire un peu d'optimisme, ce qui ne me ressemble pas trop. Qu'il soit perdu d'avance, ça fait un peu 2000 ans que ça dure, ça ne s'est pas arrêté. Alors il n'y a pas de victoire, c'est vrai, il n'y a pas de défaite non plus, puisque Israël existe, le peuple juif existe. Donc combat perdu d'avance, non, je ne pense pas. Par contre, une fin, arriver à une situation, état final recherché, comme on dit chez les militaires, où l'antisémitisme n'existe plus ou est complètement marginal, j'y crois pas non plus. J'ai presque envie de dire, je vais citer l'économiste Charles Gave, qui parle de l'antisémitisme comme d'une maladie de l'esprit, et je trouve ça extrêmement bien formulé.
Et pour élaborer un peu, pour moi, c'est une maladie de la réflexion, donc qui touche à peu près toutes les classes sociales, toutes les formes d'humanité. C'est la réduction à un dénominateur commun de haine et de mépris qui, bon, le juif a toujours tenu le rôle le plus parfait dans ce domaine. Donc, je crois que ça ne s'arrêtera jamais parce que cette maladie de l'esprit, qui est une fainéantise de l'esprit aussi pour moi, c'est trop pratique en fait. C'est trop pratique de se dire c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute du juif, ou quand on veut faire l'unité allemande dans les années 1870, on dit il faut faire l'unité contre les Français. C'est pas complètement faux, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Nous ensuite, il faut qu'on s'allie contre les Français et contre les Allemands. C'est facile. Et le juif, c'est la personnalité, ou en tout cas la figure la plus facile à détester, on trouve toujours quelqu'un avec qui on va être d'accord pour détester le juif. Donc je pense, malheureusement, ça ne s'arrêtera jamais. Donc j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Oui, beaucoup de travail, parce qu'on va le dire au professeur Cohen, Pug, il l'a monté, ils ont fêté les 10 ans il y a quelques jours, d'une page Facebook qui a commencé en s'appelant Les Goïs qui défendent Israël, et qui s'appelle depuis quelques années Nation pour Israël. Et il a fait de ce combat le combat de sa vie. Et vraiment, lui, avec quelques autres, vraiment, c'est tous les jours, on le remercie chaque jour pour ça. Et là où toi, Pug, tu te bats, moi, personnellement, en tant que juif, je pense effectivement que le combat est perdu, parce que, tout simplement, c'est mathématique, où on est 15 millions et ils sont, ne serait-ce que les musulmans, 2 milliards. Donc on n'a pas... le combat, en tout cas mathématiquement, est perdu d'avance. Oui. Excuse-moi. Oui, je t'écoute, je t'en prie. Là aussi, je l'ai déjà dit dans une conférence que j'avais faite à Marseille il y a de nombreuses années. À chaque fois qu'un juif me dit non, c'est perdu d'avance, j'ai envie de lui répondre: relisez vos textes, les gars. Le livre des juges, la bataille de Gédéon, mathématiquement, elle est impossible. 300 mecs contre 135 000, c'est pas possible mathématiquement parlant. Donc, il faut admettre, et bon, je ne vais pas faire de prosélytisme, je suis chrétien, j'ai une foi, j'ai une lecture de la Bible et ainsi de suite. Ce côté, on est isolé, on est un petit nombre, tout est contre nous, et pourtant on va gagner. C'est le récit complet de la Bible. Hein. Donc, soit j'y crois pas et je laisse tomber, je vais à la pêche, soit j'y crois et je continue à défendre Israël parce que j'ai pas le choix en fait. Ouais. Et je crois que la meilleure preuve, Pug, c'est que, comme le disait très justement David Chawat tout à l'heure, eh bien effectivement, et après le 7 octobre, ce qu'il faut retenir surtout, c'est le 8 octobre. C'est la façon dont Israël a réagi. Et là, il y a quelque chose effectivement de miraculeux et qui peut donner espoir. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui disait qu'un juif qui ne croit pas au miracle, c'est quelqu'un qui n'a pas lu c'est les textes, comme tu le disais. Oui, et d'un autre point de vue, autant je suis croyant, donc j'admets le miraculeux, autant quand on sait le lire un petit peu de façon un peu particulière, notamment la bataille de Gédéon, je ne vais pas refaire toute une explication, mais en fait, dans la bataille de Gédéon, il n'y a qu'un seul petit élément qui est incompréhensible. C'est le rêve que font les sentinelles madianites, et dans lequel on comprend qu'ils sont persuadés qu'ils vont perdre. Ça, c'est la seule chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais tout le reste, en fait, le plan tel que Hachem l'avait écrit pour Gédéon, c'est de la guerre psychologique qui a marché redoutablement bien et qui, au fond, n'a rien de miraculeux. Surtout quand l'adversaire est persuadé d'avoir perdu. 1948, on parle souvent du miracle de 1948. Pourtant, les historiens, et pas des historiens pro-israéliens, des historiens nous expliquent que quand on regarde d'un point de vue militaire et d'organisation de ce qui se passe en 1948,
il y a quelque chose d'un peu normal à ce que les Arabes perdent, parce qu'en fait, ils sont très nombreux, certes, ils ont beaucoup de matériel, certes, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de ce qu'on appelle en anglais de command and control, donc d'organisation, de commandement des troupes et de retour d'information, retour d'expérience. Au final, il n'y a pas de coordination entre les différentes armées, donc c'est excusez-moi le terme, mais c'est le souk le plus complet, alors que les Israéliens, ils sont très peu nombreux, ils n'ont pas beaucoup de choses. Par contre, ils savent super bien s'en servir. Alors moi, je donc, parlais... miracle, oui et non. Moi, je parlais quand je disais que mathématiquement, la bataille était perdue d'avance, c'était dans la lutte contre l'antisémitisme qui s'exprimait sur les réseaux sociaux. Pas du tout sur la survie ou sur la victoire du peuple d'Israël. Il n'y a pas plus convaincu que moi. S'il ne devait rester qu'un peuple, ce serait le nôtre. Ça, j'en suis convaincue. Et pour... alors voilà, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, Puck, comme notre émission. Mais je pense que, tu sais, on pourrait reprendre après la guerre 50 nuances d'antisémitisme et retrouver un nom différent qui se consacrerait uniquement à l'antisémitisme de l'ONU et des résolutions de l'ONU. Là, on aurait quand même déjà au moins 1 à 2 ans de boulot tranquille, on ne sera pas au chômage. Mais voilà, moi, il y a une seule chose. Tu parlais de Miachem tout à l'heure, cette jeune fille qui a vécu l'enfer, dont on a moqué même les conditions qu'elle raconte, hein, les conditions de détention. Ils ont vraiment, ils ont tout moqué. Et même ces soins médicaux, je ne sais pas si tu as lu ce que j'ai écrit hier, parce que là aussi les bras m'en sont tombés. Je vais profiter qu'il y ait un médecin parmi nous ce soir pour évoquer le cas. Je vois dans les réactions sur les réseaux sociaux qu'il est cité le nom de Christophe Oberlin, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, chirurgien orthopédique apparemment mondialement connu, spécialiste de la chirurgie de la main. Et ce gars-là, je retrouve l'interview, ce gars-là explique que Miachem a été traité par du matériel à 2500 €, par les plus grands standards de la chirurgie orthopédique qui étaient disponibles à l'hôpital Shifa à Gaza, parce que c'est lui qui les a formés. Il dit même, je reconnais la signature du chirurgien qui a fait cette intervention, et je suis resté bloqué sur la phrase « les meilleurs standards de la chirurgie orthopédique ». Je me suis dit... donc lui, en fait, il considère que opérer une otage sans lui demander son avis, sans demander l'avis à sa famille, sans ses antécédents médicaux, je sais pas, peut-être, bref, enfin tout ce qui théoriquement fait partie du métier de médecin, eh ben, on a un type là qui est mondialement connu et qui nous dit les meilleurs standards de la chirurgie orthopédique. Alors, je comprends, hein, il parle de la technique, mais quand on commence à séparer la technique de la déontologie, voilà, les nazis ont fait ça super bien, et en fait je me dis mais c'est pas possible, ce type il est complet, ça le rend dingue, cette histoire le rend dingue. Moi je suis juge d'instruction, j'entends et je lis cette interview, je suis juge d'instruction antiterroriste, je dis toi là, t'as beau être chirurgien, viens me voir parce que il y a des trucs que je comprends pas là. Oui, écoute, moi je vais retenir finalement une seule chose de cette jeune Miachem. C'est le tatouage, le dernier tatouage qu'elle a rajouté à ses tatouages et qui dit « We will dance again ». Voilà. C'est sur ces mots qu'on termine. Tu veux rajouter quelque chose? Je te vois dodeliner. Je dodeline si tu veux, parce que forcément, pour chercher des réponses à tout ce que je peux lire, je relisais un livre d'un ancien musulman, un ancien imam et un ancien professeur d'histoire islamique à Al-Azhar au Caire, qui a écrit L'Islam et le peuple juif, et qui explore cette idée. Donc, en fait, ils ne peuvent définitivement pas admettre qu'ils ont perdu face aux Juifs, parce que tout simplement, le premier, d'après ce professeur d'histoire islamique, le tout premier à avoir vaincu les Juifs dans l'histoire musulmane, c'est Mahomet lui-même. Donc en fait, pour la seule façon, pourrais-je dire, pour eux d'admettre qu'ils ont perdu face aux Juifs, c'est d'arrêter d'être musulmans. Oui. Ce qui est quand même compliqué.
Oui, bah écoute, oui, alors bah voilà, tu n'as pas le choix, on est obligé de continuer la prochaine fois cette discussion dans un futur prochain, dans une prochaine émission. Donc voilà, Pug. On demande. Et tu sais ce que disait Cyrano de Bergerac, que j'adore citer. On ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Voilà, ce sera sur ces mots que nous quitterons Pug. C'est du Pug. Merci beaucoup de nous défendre. Ça fait plaisir de savoir qu'encore une fois, il y a des gens dans l'humanité qui ne sont pas juifs et qui comprennent encore une fois les choses qui devraient être évidentes à toute l'humanité, mais manifestement qui sont moins évidentes pour certaines personnes. Oui, ça c'est pareil. S'il devait n'en rester qu'un, ce sera Pug. Merci beaucoup, Pug. Merci. Alors surtout ne pas se convertir, parce que sinon on n'aurait pas de non-juifs qui nous soutiennent. Oh bah non, il est très content et très clair dans sa foi, Pug. Ouais, moi j'ai toujours dit je peux pas être plus juif que je ne suis déjà, mais il me faudrait expliquer ça pendant encore 2 heures. Merci beaucoup, Tim. Merci, Pug. À très bientôt. Bye bye. Au revoir, merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.